Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les mardis en direct, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot sur la une du journal qui sort dès demain ? Ah bah si vous voulez, oui, avec grand plaisir. Ça va être autour de la bataille de Rafah, ses enjeux, les objurgations américaines, mais aussi cette réussite incontestable d'Israël qui pour l'instant a tout de même réussi à faire libérer 2 otages. Voilà, on espère qu'il y en aura plus. Actualité juive en kiosque dès demain. Alexis, on démarre avec l'actualité diplomatique et la réception hier à l'Elysée du nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk, le symbole d'un réchauffement politique après plusieurs années de crispation, plusieurs années orageuses entre Paris et Varsovie. Alors, félicitations d'abord parce que vous le prononcez bien. Oui, j'ai appris que c'était pas Tusk. Voilà, il ne faut pas dire Tusk, ça c'est la prononciation, disons, anglo-saxonne, mais qui ne correspond pas à la prononciation polonaise. On dit Tusk ou Tusk, mais pas Tusk. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'était évidemment pour vous faire sourire en appetizer, en entrée en matière. Alors vous avez tout résumé. Effectivement, nous sommes dans un moment de réchauffement de la relation entre la France et la Pologne, après l'ère qui était, rappelons-le pour nos auditeurs, dominée par les populistes illibéraux qui étaient les frères Kaczynski. C'était pas la tasse de thé d'Emmanuel Macron, ça pouvait pas coller, ils ne s'entendaient pas. Le programme, disons, domestique, ultra-conservateur, voire réactionnaire des frères Kaczynski est un petit peu aux antipodes du libéralisme débridé d'Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense par ailleurs. Et le rapprocher du modèle hongrois. Et le rapprocher du modèle hongrois, ça pouvait pas matcher. La position sur la Russie aussi de ces 2 frères siamois ne convenait pas à l'hôte de l'Élysée. Donc ils se regardaient en quelque sorte en chien de faïence des 2 côtés. Donc de toute façon, ça n'allait pas. Et donc aujourd'hui, en revanche, il y a un nouveau qui est en fait un revenu, car c'est un homme politique déjà très enraciné dans le paysage polonais, Donald Tusk, vous venez de le résumer. Il est Kachoub, alors c'est une minorité ethnique importante en Pologne. Je dis pas que ça a forcément une influence, mais en tout cas, ça veut dire que sa vision est moins celle de l'illibéralisme qui méprise les minorités, et elle est plus sensible probablement, vous voyez, à ces aspects-là qui sont au fond au cœur, j'allais dire, de l'éthique européenne d'aujourd'hui, qui est de faire attention aux différentes minorités ethniques dans les pays, etc. Ça doit compter quand même. Et puis, la Pologne est un acteur qui joue un rôle important. Alors, voilà. Vous venez dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Je reconnais là votre esprit de synthèse dans le cadre de chroniques qui sont par définition contrôlées par le temps, qui passent vite. C'est un Européen, au fond très, très centriste par la sensibilité. On pourrait dire qu'il est proche, il est macrono-compatible, si vous voulez, de ce point de vue-là, si on fait du francocentrisme. Et par ailleurs, vous avez absolument raison, il y a, par-delà le traité bilatéral que Paris et Varsovie entendent signer à l'issue de cette rencontre, notamment sur le domaine de l'énergie et de la défense, il y a d'objectives et d'urgentes congruences stratégiques entre nos 2 pays. D'abord, il y a la question de l'OTAN. Les coopérations transatlantiques, depuis 1 an et demi de guerre, presque 2 ans maintenant de guerre entre la Russie et l'Ukraine, elles sont passées par un axe qu'on peut définir très clairement, auquel la France s'est rattachée, mais un peu indirectement. Après avoir considéré, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, que l'État était dans un état de mort cérébrale. Alors voilà, exactement. Le début de la guerre. Macron, vous avez absolument raison. Le monde est encore un monde, j'allais dire, de latence des illibéraux, mais nous ne sommes pas dans le monde hobbesien d'aujourd'hui. Que dit-il en 2019 ? L'OTAN est dans un état de mort cérébrale. Autrement dit, il pensait un peu comme De Gaulle, c'est un machin, mais il faudra solder les comptes du machin. La guerre de Poutine a réveillé la vigilance de tous les chefs d'État européens. Au premier chef, bien sûr, des Polonais. Les Polonais se sont inscrits en raison de l'atavisme historique et géographique, qui fait qu'ils ont toujours craint Moi, quand je suis allé en Pologne à plusieurs reprises, je vois bien que le discours est un discours de crainte atavique, historique, du méchant géant russe à l'Est, et les craintes des envahissements, etc. Et donc les Polonais ont pris la tête, si j'ose dire, à l'intérieur de la nouvelle Europe, de cette espèce de prolongement, de tête de pont de l'axe anglo-américain pendant la guerre de Poutine. Et ça n'est pas terminé, et évidemment, ça, Macron le sait. Et comme Macron, au fond, progressivement, s'est rallié à des positions qui consistent à renoncer à ce qu'il avait voulu faire au début, c'est-à-dire du néo-gaullisme, être une puissance de médiation entre la Russie et le reste de l'Europe, il voit bien que ça n'est pas possible, ça ne donne rien. Alexis, est-ce que la perspective d'un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, dont les dernières déclarations sur les membres de l'OTAN, dont il n'assurait plus la protection face à la Russie s'il ne s'était pas, n'est pas en règle avec leurs devoirs financiers, est-ce que cet horizon contribue également à ce rapprochement entre les Français et les Polonais ? Bon, d'abord, félicitations, je reconnais là votre esprit de synthèse et d'à-propos. Aujourd'hui, Alexis. Bon, et d'à-propos. On va dire que je vous demande de les faire. Alors, non, ne croyez pas ça. Les gens ont compris que notre relation était symbiotique. Et je pense qu'effectivement, Trump
constituerait dans cette optique-là la menace de voir des cartes rebattues. Nous avons, à l'évidence aujourd'hui, on en dira un mot après, une sorte de nouvel axe qui se met en place. Et évidemment, le président Macron, avec le président Tusk, veulent ramener l'Allemagne, qui était un petit peu hésitante sur la Russie, dans l'axe otanien. C'est ça l'objectif de tout ce qui se goupille actuellement, par-delà les dossiers précis en matière de défense et d'énergie. Mais alors, pour revenir à votre question, évidemment, derrière, il y a l'Amérique. Au fond, j'ai toujours fait preuve avec vous de nuances, nous faisons preuve de nuances, mais on ne peut pas dire qu'il y ait, par exemple sur la question russe, mais aussi sur la question dite proche-orientale dans le jargon des diplomates français, il n'y a pas de divergence majeure entre Biden et Macron. Il n'y en a pas. Si en revanche demain, Donald Trump revenait, ce que certains de nos auditeurs et certaines de nos auditrices souhaitent ardemment, car ils gardent le souvenir d'un Donald Trump impeccablement derrière Israël, sans rien demander à Israël. Ça aurait d'autres conséquences géopolitiques. C'est-à-dire qu'effectivement, le burden sharing, le fameux partage du fardeau, serait mis en application. Et Biden et Trump dirait, écoutez, l'OTAN, maintenant c'est votre affaire. Moi, je veux plus que ça pèse uniquement sur les épaules de la bannière étoilée. Je vous demande d'y prendre votre part. Pour le dire autrement, il retirerait à l'OTAN une partie de sa force dissuasive aujourd'hui. Donc, loin d'être un renforcement du camp occidental, le retour de Trump signifierait plutôt son fractionnement et son éclatement. Tout ça, Macron, qui n'est pas le perdant de l'année, je vous l'ai souvent dit, l'a à l'esprit. Et c'est aussi la raison pour laquelle, probablement, en vue de cette échéance possible, aujourd'hui il faut envisager toutes les configurations à Washington, il souhaite hâter le resserrement des liens avec nos principaux partenaires européens face à la Russie. L'Allemagne, on l'a dit, mais aussi maintenant la Pologne. Vous savez que pendant le début de la guerre, disons la première année, qui est la tête de pont de l'Angleterre et des États-Unis en Europe sur cette question-là, c'est la Pologne. Alors elle est intéressée à ce phénomène, mais évidemment tout ça a une signification. Et donc nous sommes entrés dans un monde, pour résumer, beaucoup plus dur, et il n'est pas sûr que l'apparent conservatisme de Donald Trump soit la solution pour répondre de manière adéquate à ces défis. Et je crois que sur ce plan-là, je n'aurais pas parlé ni à l'un ni à l'autre, je suis honnête avec vous quand je fais des chroniques, mais je crois que sur ce plan-là, Tusk comme Macron partagent une certaine convergence de vues, là aussi. Vous voyez ? Est-ce que ça pourrait prendre certaines formes particulières dans les mois à venir avant l'élection de présidentielle américaine ? Pour terminer, vous avez absolument raison. Ça va prendre la forme, au-delà du traité, d'une initiative commune de façon à créer enfin cette défense européenne. Vous savez bien que c'était un serpent de mer, on en parle depuis 30 ans, ça n'a jamais été fait véritablement, mais comme nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux, attaque de la Russie illibérale, mais attaque aussi projetée, on peut déjà la prévoir, d'un Hamas daéchisé en terre européenne, cette défense européenne commune va devenir, face aux nouveaux barbares, ultimi barbarorum, disait Spinoza, de plus en plus indispensable. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont le nouveau numéro paraît demain. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous.